recherche et honoraire du CNRS, linguiste, sémanticien, je crois, François, et Jean Slamovic, qui est professeur de linguistique à l'Université de Bourgogne, directeur de collection d'une collection qui publie le livre de François Rassier, Petite mystique du genre, qui vient de paraître. Voilà, et vous avez compris que c'est court, mais fort. Voilà, on vous laisse, et donc Anne-Laure discutera, rebondira sur votre propos. Donc on commence, vous avez par qui? Jean? Bon, on va essayer de faire très très court. Moi, je voulais juste évoquer quelques pistes, notamment pour répondre à une question qui a sous-tendu finalement toutes nos discussions, c'est la notion de genre est-elle un concept? Parce qu'au fond, il y a le mot genre est devenu passe-partout, il devient banal, il est utilisé dans les médias, il est utilisé absolument partout, mais il a aussi une prétention scientifique, puisqu'on a des instituts du genre et on a une bonne partie du monde universitaire qui a adopté le genre comme paradigme pour penser absolument n'importe quoi dans n'importe quelle discipline, et d'ailleurs sortir des disciplines que l'on connaît. Je pars notamment d'une réponse qui a été faite lors de l'envoi du livre de François à la presse. Une journaliste de rue 89, anciennement à l'Humanité, qui nous a envoyé un message furieux disant que ce livre était une insulte à la recherche actuelle. Alors, c'est intéressant du point de vue de la prétention scientifique et de l'argument d'autorité qui est complètement retourné. On a une journaliste qui n'a pas encore lu le livre d'ailleurs, mais qui voit Petite mystique du genre et qui refuse d'emblée, par a priori, que le mot genre puisse être critiqué. Je crois que c'est une dimension importante de ce qu'est le mot genre aujourd'hui, c'est qu'il est incritiquable. C'est ce que j'appelle l'argument du fait établi. Aujourd'hui, dire le mot genre, c'est avoir une noria de récits, de théories qui ne sont pas articulées, mais qui sont présentes et qui font qu'on considère que le genre, et c'est un problème de savoir ce que ça désigne, en fait, le genre, est-ce que c'est un phénomène, une essence, est-ce que c'est quelque chose d'observable, on ne sait pas, mais le genre, c'est scientifique. C'est ce qu'on entend couramment de la part de gens qui, précisément, eux-mêmes ne le sont pas. Donc, d'où mon questionnement sur le genre. Est-ce que ça serait le nom d'une évidence anthropologique nouvelle, inédite, et on voit bien qu'il y a là aussi une autre forme de narcissisme venant du monde des chercheurs, des intellectuels. C'est que en brandissant le mot genre, ils brandissent une découverte, et ceux qui rejettent cette découverte sont plus ou moins à détruire. Il y a donc dans le mot genre un signe de reconnaissance, et c'est ce qui met un doute sur la capacité du mot genre à être véritablement un concept, puisqu'il a désormais clairement une fonction idéologico-politique et pas vraiment heuristique. Je vais juste, je vais être, tu me coupes dès que tu vois que déjà le mot genre, mais c'est pas seulement le mot genre, c'est le mot queer, c'est le mot patriarcat, c'est tous les mots de la nouvelle, de ces nouvelles configurations idéologiques. Ils possèdent une dimension déontique, c'est-à-dire que il faut les adopter. Ils ne sont pas récusables. Pourtant, le mot genre n'est quand même pas un concept du même ordre que, je ne sais pas, le mot thermodynamique ou morphosyntaxe ou tétraplégie. Ça n'est pas un concept qui désigne un phénomène de manière nette. Mais, en revanche, il comporte une valeur revendicative. Il faut être pour le genre. C'est ce qu'on nous serine dans les médias et aussi ce qu'on nous serine dans l'université. Je me fonde notamment sur un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, Les théories en études de genre, de Léonore Lépinard et Marie-Hélène Libert, qui se présentent justement comme
avec un ethos d'expert. Hein. Je vais vous expliquer ce qu'est le genre. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes vieux et parce que vous êtes conservateur, donc vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est le genre. Et en fait, le propos est assez hallucinant du simple point de vue de la logique et de la rédaction. Alors, on ne peut pas faire là un commentaire de texte, mais il faut lire ce genre de propos parce qu'on voit leur incohérence épistémologique qui est, je pense, au fondement finalement des fonctionnements du mot genre. Notamment parce qu'on voit bien que le mot genre tend à remplacer tout simplement le mot sexe. On parle de transgenre, on ne parle pas de transsexuel. La disparition du mot transsexuel est quand même quelque chose de majeur. Et ce qu'on voit quand on regarde les utilisations du mot genre en contexte, eh bien, c'est que selon ces emplois, genre se substitue volontiers à sexe, à sexualité, à rôle social, voire évidemment genre à une catégorie grammaticale. Nous on parle de classe nominale plutôt que de genre. Bref, le mot genre, au lieu d'être d'élucider les choses, au contraire, va empiler, confondre, superposer toutes ces dimensions. C'est une sorte de super notion, mais qui se signale par sa capacité à ne pas distinguer. Or, justement, conceptualiser, c'est utiliser une définition programmatique qui permet de définir des phénomènes, de les rendre observables. Donc, cette zone de dispersion sémantique qu'on a autour de genre, elle est tout à fait notable, et on retrouve la même chose dans masculin et féminin, qui s'emploient sans distinction pour parler de grammaire, pour parler de sexualité, où on dit le féminin, le masculin, sans qu'on sache si ça veut dire les hommes et les femmes ou autre chose. Et plus c'est flou, plus finalement ça a une valeur d'autorité. Pareil pour neutre et tout un tas de mots qui circulent à la frontière d'un emploi technique et d'un emploi idéologique. Donc, je veux juste citer un petit peu cet ouvrage de Lépinard et Libert qui dit « Le genre a une dimension fondamentalement politique qui a trait à la distribution du pouvoir dans la société, une dimension que les théories en études de genre prennent en compte et explorent. Ce sont avant tout des théories féministes. En produisant un savoir plus complet sur la société, elles visent à sa transformation. » Et donc, les gens qui contestent les études de genre constituent une tentative de nier les résultats scientifiques produits par les études de genre, et ce, dans le but de promouvoir une vision conservatrice de la famille hétérosexuelle, du patriarcat et de l'ordre social. Donc on a une définition qui n'est pas une définition scientifique, mais qui est une posture idéologique. Et leur ouvrage donc prétend montrer la diversité des théorisations qui prennent pour objet la description et l'analyse des rapports sociaux entre femmes et hommes. Alors, et tout en disant que ça n'existe pas, que c'est une construction femmes et hommes, et en se disant féministe, c'est une grande bouillie conceptuelle qui nie aussi la réalité tout simplement de la sociologie, de l'ethnographie, de la psychanalyse, en prétendant que ça n'a jamais été étudié. Ça revient dans leur discours. Il y a un rejet en fait de la psychanalyse, mais aussi de la sociologie, des sciences humaines en général. On dit, voilà, pendant longtemps, les recherches scientifiques comme le grand public ne disposaient pas de concepts pour discuter des différences et des inégalités sociales entre les femmes et les hommes. Elles étaient perçues comme naturelles. Donc c'est une fausse innovation pseudo-scientifique. Bien sûr que les différences femmes-hommes sont l'objet de discussions millénaires, y compris évidemment dans les sciences sociales. Et elles prétendent dire donc le concept de genre désigne les processus sociaux, culturels, historiques et psychiques par lesquels les identités sexuées et sexuelles sont produites. Ça veut dire que le mot genre n'est rien d'autre au fond que la fusion de tous les sens du mot sexe, mais augmenté de la prétention à ce que le mot genre soit une sorte de fétiche, en fait. Dire le mot genre, c'est être supérieur sur le plan scientifique. Alors,
je vais pas beaucoup développer, mais simplement on voit que dans ces discours qui ont une prétention scientifique et descriptive, en réalité, le mot genre est l'objet d'une fétichisation, puisque employer, comme on le voit là, dans ce discours-là, employer le mot genre, c'est participer à un discours innovant, c'est aussi refuser les inégalités sociales, c'est révolutionner la société, et aussi... comme ça a été dit, récuser finalement les sexes. C'est une sorte de rédemption du monde qui est visée par le discours du genre, qui est une démarche quasiment messianique. Sauf que ça verse dans le discours même qui est proposé sur un plan qui se veut théorique, dans le sectarisme, puisque tout opposant est considéré comme devant être éliminé. C'est ce que j'appelle la dynamique apodioxique de ce discours. L'apodioxie, c'est quand on refuse le discours de l'autre parce qu'il est différent du mien, de dire, voilà, je ne vous parle pas puisque on sait bien ce que vous pensez et que ce n'est pas ce que je pense moi. Or, c'est vraiment cette dynamique apodioxique qui nourrit la façon dont le mot genre est employé. Il est notamment employé en vertu de décrets interprétatifs ou symboliques permanents, c'est-à-dire qu'on décide ce que veut dire le mot féminin ou masculin dans la grammaire, ou en prétendant que voilà, il faut interpréter la langue d'une certaine manière. Mais c'est un décret purement militant, qui ne se soucie pas de vérifier la réalité grammaticale, par exemple, et la profonde confusion dans l'écriture inclusive, notamment entre classe nominale et personne réelle, ça c'est un décret interprétatif d'une grande violence, mais aussi qui ne se pense pas comme étant discutable. Enfin, le mot genre, disons, bon, je vous fais grâce des développements, mais ce qui caractérise le mot genre, c'est à la fois sa prétention, c'est un mot scientiste, et en même temps spiritualiste, avec cette idée du corps qui serait séparé de l'âme. Et voilà, on n'est pas né dans le bon corps, ça tu vas en parler, du sexe astral. Donc on a un mot scientiste, mais en fait qui véhicule des contenus spiritualistes étranges, et qui aussi, en fait, la notion de genre, elle est épistémologiquement incohérente. Déjà parce qu'elle mélange des usages profanes et savants qui sont... problématique, mais surtout, ce flou possède une efficacité rhétorique. Le brandissement du mot a une fonction d'intimidation, très clairement, par son obscurcissement, par son infalsifiabilité, et parce que, en étant tout de suite dans l'antagonisme, au fond, c'est une notion qui s'envisage sur le plan moral, et qui définit un axe où celui qui prononce le mot genre a raison. C'est ce que Milner appelait les maîtres mots. Celui qui prononce le premier le mot genre a raison. De ce point de vue-là, ma réponse, vous l'aurez compris, c'est que le mot genre n'est pas un concept, c'est plutôt ce que j'appellerais un anti-concept, déjà parce qu'il amalgame au lieu de distinguer, parce qu'il apporte un trouble à l'observabilité de son objet, plutôt qu'il ne le permet de le distinguer, et parce qu'il se propose lui-même, comme enfin, tous les militants du genre le proposent comme comme étant une antinorme, comme étant une rénovation au fond spirituelle et idéologique. Donc on voit d'emblée que le mot genre prend place dans un dispositif discursif qui est celui du prescriptivisme, et pas du tout dans un cadre descriptif. Merci beaucoup, Jean. On laisse la parole à François Rastier. Oui, merci de votre invitation dans une réunion où j'ai tout à apprendre, étant complètement hors du vent. Au fond, gender, c'était un euphémisme de la société victorienne pour désigner le sexe. C'était une façon de le cacher. Et c'est pas étonnant que ça redevienne l'étendard de la contre-révolution sexuelle.
qui a pour effet notamment d'écraser le féminisme qui en a été contemporain. Disons le féminisme des années 60-70. Et alors, pourquoi l'omniprésence et la force institutionnelle de l'idéologie du genre et plus généralement de l'idéologie intersectionnelle. Vraisemblablement, ça fait partie d'une idéologie qu'on pourrait appeler le transhumanisme magique, dont les trans sont les premières victimes, mais au fond, la transition sur des milliers de personnes, c'est la première expérience transhumaniste de masse, avec tout ce que ça implique, hein, à la fois techniquement et idéologiquement. C'est d'ailleurs... ça s'applique aussi à d'autres choses, comme par exemple la langue. Hein. Il s'agit de créer une translangue. L'écriture inclusive, ce n'est pas simplement des signaux de déférence à l'égard de telle ou telle catégorie. Le projet est bien plus étendu. Alors on pourrait dire, mais attendez, il y a des incohérences. L'Europe parle de chirurgie de genre. Mais attendez, le genre, ça n'a rien à voir avec le sexe. Si, alors c'est compliqué, parce que, en fait, le transhumanisme est une des versions modernes de la gnose antique qui voyait dans une dualité entre les mondes. Il y a un monde où le sexe règne, et le malin aussi, et puis il y a un autre monde qui est plus éthéré. Et la correspondance entre ces mondes, telle qu'elle a été formalisée à la fin du XIXe siècle dans la théosophie, dans l'ariosophie, dans l'anthroposophie et dans le New Age, qui sont des branches de la même idéologie. Hein. C'est issu de la synthèse de Madame Blavatsky, notamment, qui a été une femme universellement connue et reconnue. C'est l'idée, parce que on va dire le genre, c'est la chose la plus triviale qui soit, c'est-à-dire que toute société catégorise les hommes et les femmes de diverses façons. Bon. Mais comment peut-on naître dans un mauvais corps? Alors là, il y a un schéma astrologique qui fait qu'en effet, il y a un moment, c'est le mauvais moment. Dans la presse féminine, on voit ça souvent. Ça veut dire, parce qu'à la naissance, il y a un génie, un ingenium plutôt, enfin, quelque chose qui va déterminer ce qui va se passer ensuite. Ce qui veut dire que finalement, le genre, c'est le sexe astral. Vous voyez, ce que Rudolf Steiner appelait le corps des désirs. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que le corps. C'est un autre corps. Et donc, il va falloir assurer la prééminence du corps astral sur le corps biologique. Hein, et le trans, c'est le martyr de cette initiation. Et c'est pour ça qu'il est supposé... il souffre dans sa chair, mais en même temps, il est opposé à la femme. C'est-à-dire, il rend la femme innommable. On va dire des personnes, des femmes, la revue The Lancet parle de bodies with vaginas. Comment une revue micro. Comment Oui, oui. Comment une revue internationale de médecine peut dénommer une femme en disant body avec vagin. Ça conviendrait parfaitement à un cadavre. Enfin, je veux dire, c'est...
Et en effet, les femmes deviennent innommables. Par exemple, la défenseur des droits, Madame Claire Hédon, a fait tout un truc sur l'écriture inclusive et donc la translangue. Et dans la translangue, elle recommande la forme époux, pas épouse. Épouse, ce serait féminin. Époux, c'est pour ceux qui sont des épouses, mais qui sont trans. Vous voyez donc, on est dans une situation où le trans a une fonction idéologique tout à fait particulière et qui s'oppose grandement à ce qui a été la femme. C'est que les féministes des années 60-85 proposaient, je parle de la translangue là, ne proposaient pas de translangue. Elles proposaient une féminisation des noms de métiers, évidemment. Les archères au Moyen-Âge, ça n'existait pas, mais maintenant ça existe, c'est pas un problème. Mais elles n'entendaient pas, il ne s'agissait pas de réécrire la grammaire, ni même ce qui permettait l'interaction sociale. Et par exemple, elles parodiaient le radicalisme linguistique. Je cite par le réjouissant Personne ne m'aime, ce qui est une romance policière de 1978. On est là tout à fait à l'opposé, disons, de secte, de jargon d'initié, vous voyez. Pourquoi ce jargon d'initié? Parce que, pourquoi, par exemple, sur le site Oser le féministe, vous avez individu.e, un individu, mais bon. Pourquoi? Parce que c'est un langage incantatoire, c'est-à-dire il est performatif. En mettant un diacritique qui ne va pas se prononcer ou qui va être illisible, qui ne va pas passer dans les décodeurs pour le braille, etc., etc. Enfin, disons, on incruste des choses qui font partie d'un code dans un système de symboles qui n'est pas un code de signaux, qui est autre chose. Vous voyez. Et donc, la translangue, c'est en même temps ce changement du système de symboles vers le code de signaux, ce qui est la chose la plus répandue, puisque toute l'IA repose sur ces codes de signaux. Précisément, l'IA faisant partie aussi du projet transhumaniste dont on parlait tout à l'heure. Et alors, il y a des contradictions qui arrivent tout de suite, c'est-à-dire que tantôt il s'agit de visibiliser les femmes en créant des formes comme individus, tantôt il s'agit de les indivisibiliser puisqu'on crée des formes comme il, le, il, ou bien en latinx en anglais, ou pareil dans d'autres langues comme l'espagnol, etc. Bref, et on pourrait, voir là des étapes différentes de la dialectique déconstructive. C'est-à-dire la première, c'est l'inversion des valeurs catégorielles. En bas de la hiérarchie, il y a les cisgenres. Un peu plus haut, il y a les homosexuels, avec des hiérarchies entre eux. Et après, il y a l'abolition des valeurs catégorielles. Et là, c'est là qu'interviennent ces formes dites de translangue, où on ne sait plus, la catégorie de genre est tout simplement abolie. Alors, on a par exemple un plasticien et performeur soutenu par la mairie de Lyon qui se définit comme virtuellement nombreux OE. Vous voyez, OE entrelacé. Les lettres entrelacées veulent dire quelque chose sur l'androgynie dans ce genre de texte. Sexuellement infini, point E. Al est un être révolutionnaire queer. Voilà ce langage subventionné, qui est la translangue. Et on va peut-être
discuter. Je crois que le temps est passé et que bon, ce discours devait être apéritif et ne pouvait, et j'espère qu'il l'a été. Merci. Anne Norbock, qui est donc neurochirurgienne et qui est philosophe, si tu veux réagir et peut-être apporter une sorte de perspective pour la suite et faire un point sur ce que tu as entendu depuis. Oui, il peut paraître étrange que ce soit un praticien qu'on demande de réagir. Mais en fait, pourquoi suis-je là ? Presque pour finir, c'est pour dire que dans ce drame, il y a pas mal de gens qui sont broyés. Les premiers qui sont broyés, évidemment, c'est les enfants. Ils vont être broyés dans leur chair, leur avenir va être très très massacré, leur avenir physique, leur avenir psychique. Mais il y a une autre catégorie de population qui est prise dans cette tenaille des activistes, c'est les médecins. Les médecins praticiens, pas les psychiatres peut-être, mais en tout cas les médecins organicistes. Les pédiatres, les endocrinologues, les chirurgiens, qui sont soumis à une véritable injonction contradictoire, qui est de renoncer à ce qu'ils savent de la biologie, à ce qu'ils ont dans leur bon sens, qui est l'intérêt supérieur de leurs patients et en plus d'enfants, et de devoir se confronter pourtant à des injonctions sociales qui est d'être manifestement dans le camp du bien, de renoncer à la maltraitance pour pourtant donner une maltraitance supérieure qu'ils ne peuvent que connaître, qui sont les effets secondaires absolument terribles des drogues, j'ose pas dire les médicaments, des interventions chirurgicales, j'ose pas dire des chirurgies réparatrices, qu'ils vont utiliser. En fait, le chirurgien, le médecin est mis en demeure par la société de mutiler les patients qui lui sont confiés. Et s'il ne le fait pas, il s'expose au risque de passer dans le camp du mal, finalement, des réactionnaires, des maltraitants. Et il est très très mal. Et c'est pour ça que je voulais prendre la parole en rebondissant et en réagissant à vos très intéressantes vos présentations passionnantes. Est-ce que vous pouvez nous donner des clés pour résister à cette intimidation, vous l'avez dit vous-même, cette intimidation? Comment le praticien peut-il résister à cette intimidation pour revenir à ce qu'il sait de la biologie, c'est-à-dire que l'espèce humaine est une espèce binaire, il y a une différence entre génotype et phénotype, le sexe est cependant binaire. Il connaît aussi très bien les effets secondaires des médicaments et des interventions qu'il est mis en demeure de produire comme un simple prestataire de service. Comment faire pour qu'il ne devienne pas prestataire de service, ce qu'il ne veut pas en fait, prestataire de service au sein d'une idéologie, et qu'il reste réellement non pas prestataire, mais au service de ces enfants perdus qu'il aimerait bien adresser à des psychiatres, parce qu'il voit bien que le problème, c'est celui de la psychothérapie. Et pourtant, il est mis en demeure de ne pas faire ce qu'il voudrait faire. Alors, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait nous aider à résister à cette intimidation? Parce que je vous assure, on ne peut pas dire les chirurgiens veulent opérer, les endocrinologues veulent bourrer les gosses de bloqueurs de puberté. En fait, c'est massivement faux. L'immense majorité d'entre nous ne voulons pas ça. Mais nous sommes fragiles aussi, et cette fragilité que nous connaissons chez nos patients, nous la ressentons, et nous sommes fragiles, nous nous sentons vraiment très poussés par la société à devoir faire des choses qui heurtent notre bon sens, qui heurtent la façon de pratiquer notre métier, et de façon de nous pousser à médicaliser à outrance ces jeunes perdus n'est vraiment pas ce que nous voulons dans l'immense majorité des cas. Est-ce que vous avez une façon pour nous aider, peut-être par la langue, à faire bien notre travail et surtout à ne pas le faire mal parce qu'on veut nous pousser à le faire mal? Un bon procès devant la cour d'assises. Franchement, il faut que vous vous réveilliez, les médecins. Vous vous rendez compte de ce qu'on vous demande de faire? Linda Veil-Curiel. L'autonomie du patient est conditionnée par l'autonomie du médecin. Un médecin qui ne serait pas autonome ne pourrait pas avoir un patient autonome. Et donc, la bonne réaction, c'est de dire « Je comprends votre demande, même je l'intègre, mais moi, je ne peux pas le faire, car j'ai mon autonomie à moi. » À partir du moment où un médecin n'a plus d'autonomie, on est dans une médecine totalitaire. Et donc, jamais un médecin, par définition, ne sera obligé de faire un geste. Voilà.
La Veille-Curiel, vous voulez dire quelque chose? Non, moi je l'ai dit. Oui. J'ai assez plaidé devant les cours d'assises dans les affaires d'excision, où j'ai fait juger que c'était un crime commis sur Une femme extraordinaire. Linda Veille-Curiel, que tout le monde connaît. Merci à vous. L'Académie de médecine recommande une psychothérapie en première. Attendez, on vous entend pas? Intention, pardon. Oui, Sonia. L'Académie de médecine recommande la psychothérapie en première intention, dit qu'il faut attendre le plus longtemps possible, jusqu'à 25 ans. Hélas, l'Académie de médecine n'est Oui, pas non, mais vraiment... Voilà. Oui, mais l'Académie de médecine ne publie pas dans les revues à comité de lecture. Le pouvoir, l'Académie de médecine, hélas. Beryl Kenner, ouais. Oui, mais la difficulté, en fait, c'est que comme il y a des lois relatives aux thérapies de conversion, maintenant, quand on questionne un patient, le patient peut aller nous dénoncer en disant, en fait, ce médecin-là est transphobe parce qu'il refuse d'accéder à ma demande, et donc le médecin est engagé par des poursuites. Et donc la Ça ne s'est pas produit en France. Ça ne s'est pas produit. Un médecin peut se déclarer incompétent, se déclare incompétent et dit moi je ne peux pas vous prendre en charge. Ça ne s'est jamais produit de reprocher à une clinique de l'avoir pas opéré. Une femme trans demande ce qu'on avait dans le journal de la médecine, où un gynécologue a été attaqué par un mouvement trans parce qu'il a refusé d'examiner une femme trans en disant qu'elle n'était pas compétente. Oui, bonjour. Oui, ce que disait Linda Veille-Curiel, elle continuait. Malheureusement, aller devant la justice, il faut savoir que c'est plus possible maintenant, puisque à bas bruit, mais depuis la loi sur les thérapies, enfin contre les thérapies de conversion, on a inclus un amendement qui est passé, un espèce de cavalier, on appelle ça, qui assimile le refus d'aller directement dans des thérapies transaffirmatives comme une thérapie de conversion. C'est-à-dire que là, maintenant, même devant un tribunal, c'est pas sûr, quand il y a l'autonomie des médecins, il y a un médecin, un gynécologue, donc très récemment, un gynécologue qui a refusé d'examiner une femme, je mets entre guillemets tout de même, vous me permettrez, trans, dans la mesure où elle était vraiment une femme de genre, absolument pas opérée, c'est-à-dire avec ses organes génitaux masculins. Donc il a dit, ce brave homme, non mais écoutez, moi je suis gynécologue, je ne sais pas traiter, je sais traiter l'appareil génital féminin, et depuis alors on lui fait un procès, il y a l'association, je ne sais plus si c'est Acceptès ou SOS homophobie, parce qu'il y en a 3, il y a Acceptès, il y a Trans, etc. Et il y a SOS homophobie. Là encore, vous voyez la confusion? Qu'est-ce que SOS homophobie? Qu'est-ce que le refus du transgenrisme à voir avec l'homophobie? Il l'attaque, et je ne vous parle pas des réseaux sociaux, des menaces de mort, etc. etc. Donc, oui, mais en fait, je veux vous rassurer, je pense que vous avez tout à fait raison. Il suffit d'un peu de courage. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Il faut un tout petit peu de courage, et très peu, en fait. Ces menaces et ces procès n'ont guère de risque d'aboutir. Cependant, ils sont quand même intimidants. Et je pense que, étrangement, aujourd'hui, il faut simplement un peu de courage pour ne pas renoncer à son bon sens. C'est vraiment le monde à l'envers, c'est la folie. Mais en fait, l'immense majorité... Je voulais d'abord dire que l'immense majorité des médecins pensent comme vous et comme nous. Ils sont très peu nombreux, en fait, ceux qui s'embarquent en toute conscience dans cette folie mutilante, parce qu'il s'agit de ça qu'il s'agit. Parce que nous... Notamment les chirurgiens, nous connaissons très bien les effets secondaires, qui sont épouvantables. Les médecins aussi les connaissent. Donc, en fait, d'abord, je voudrais vous redonner un peu de confiance. On n'est pas si lâche que vous semblez le penser. Beaucoup sont assez courageux, et d'autres, simplement, ont du bon sens. Maintenant, il y a une petite marge, et la petite marge, il y aura toujours, heureusement, parce que nous ne sommes pas dans une médecine totalitaire, il y aura toujours une petite marge. À nous de faire que cette petite marge, peu à peu, ne grignote pas par lâcheté, par faiblesse, le monde entier, et continuer effectivement à résister pour éviter que la marge, peu à peu, ne gagne sur l'immense majorité qui est encore pleine de bon sens et qui se voit quand même comme au service de son patient, et notamment au service de ces malheureux gosses,
dont la vie va être foutue en l'air. La vie psychique, la vie physique, la vie sexuelle va être foutue en l'air par ces expérimentations dignes du docteur Frankenstein. Bon, on va conclure là, bravo. Merci beaucoup à tous. On doit donc quitter les lieux. Merci encore infiniment. Merci de nous soutenir. Continuez à nous soutenir. On en a vraiment beaucoup besoin. Vous n'imaginez même pas à quel point que c'est difficile. Mais j'espère qu'on fera un grand colloque l'année prochaine, en 2024. Merci à tous nos invités. Merci nos amis linguistes. On continue avec vous, les linguistes Jean et François. Merci Anne-Laure. Et à bientôt.